Bonjour, pour la capsule aujourd'hui, on va commencer à parler des micro-organismes eucaryotes. En fait, toute cette section-là, ok, va être divisée en trois capsules vidéo. Donc la première, c'est ce que l'on fait présentement, ce sera sur les mycètes, donc entre autres les moisissures et les levures. Donc on va l'appeler le chapitre 3.1. 3.2, ce seront les protozoaires et 3.3, ce seront les helminthes et les arthropodes. Les helminthes, ce sont les vers. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les mycètes. Donc, les mycètes, ça peut prendre plein de formes différentes. Okay? Ce que vous voyez sur l'image, par exemple, en haut à droite, donc ici vous avez ce qu'on appelle les levures. Okay? Les levures des organismes unicellulaires, mais qui sont eucaryotes. Donc, tous les micro-organismes eucaryotes, dans leurs cellules, on va avoir un noyau. D'ailleurs, si vous regardez au microscope des levures et vous les comparez à des bactéries, vous allez remarquer que les levures de 1 sont plus grandes, plus grosses que les bactéries. On peut distinguer des organites à l'intérieur, donc par exemple le noyau. Puis la forme, pas la forme, mais la façon dont les levures se reproduisent va être différente de ce que l'on voit chez les bactéries. Donc ce sont vraiment des organismes distincts. L'image à gauche, donc on voit une radiographie pulmonaire, puis on peut voir ou distinguer des taches, okay, sur la radiographie qui nous laisse voir, okay, la présence de mycètes. Donc, les mycètes, entre autres les moisissures, peuvent causer des infections pulmonaires assez importantes. Ces mêmes moisissures-là, si on les place sur un plat de pétri, donc on va les voir croître. Il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs aspects que peuvent prendre les moisissures sur une levure. En fait, les levures aussi pourraient pousser sur une gélose. Vous aurez la chance de le faire en laboratoire et je vous montrerai aussi une autre capsule vidéo dans laquelle j'ai fait une expérience là, où j'ai laissé des géloses ouvertes dans ma maison, puis j'ai regardé ce qui a fini par pousser dessus. Okay? Donc seulement les micro-organismes, par exemple, qui étaient présents dans l'air et qui se sont redéposés sur la gélose, vous aurez la chance de faire une expérience comme celle-là. Au microscope, la dernière image en bas à droite, donc on va voir de quoi ont l'air les moisissures au microscope. Donc c'est vraiment une structure qui est différente de celle des levures. Vous allez avoir les espèces de longs filaments, okay, comme ça, qu'on appelle les ifs. Okay. On va voir qu'il y a différents types d'ifs. Et vous allez avoir aussi toute cette structure-là. Okay. En fait, c'est plein de petits points. Okay. Vous en voyez partout là, ce qu'on appelle les spores. Ça, c'est un R. Okay. Donc, les petites billes, les petits picots, c'est les spores. Les ifs, ce sont les grandes tiges. Donc, les spores, dans le fond, c'est la partie reproductive de la moisissure. Donc, quand la moisissure libère ces spores-là, chaque spore a la capacité de donner naissance à une moisissure entière. Donc, quelques caractéristiques générales. Donc, les mycètes, certains les appellent les champignons aussi, là. Il ne faut pas les confondre avec nécessairement les gros champignons que l'on voit dans la forêt ou que l'on mange parfois. Vous pouvez en manger des champignons. Donc, on parle dans ce cas-ci de mycètes, ce sont des cellules eucaryotes. Donc, leurs cellules possèdent un noyau. Leur paroi cellulaire contient de la chitine. On peut dire chitine aussi, ça ne me dérange pas. Là. Okay. Cette structure-là, c'est un sucre qui est spécifique aux mycètes. Donc, on les retrouve seulement chez ces groupes-là. Contrairement à ce qu'on pense, okay, par exemple, les champignons, surtout, là, ce ne sont pas des végétaux. Okay? Ce n'est pas des plantes, c'est vraiment un autre type d'organisme, donc vraiment des mycètes. Ils sont incapables de photosynthèse. Okay? La photosynthèse, c'est lorsque les plantes captent l'énergie solaire, captent le carbone dans l'atmosphère, puis vont se développer avec ça, etc. Les champignons, c'est pas le cas. Okay? Les champignons, vous pourriez les faire se développer dans le noir le plus total. Eux, dans le fond, vont se nourrir du substrat sur lequel ils se sont posés. Donc, le substrat, ça peut être, je ne sais pas moi, de la matière organique, du bois. Vous pourriez être le substrat, vous pourriez être l'endroit où le mycète se développe, donc sur votre peau, dans vos poumons. Okay? Parce que la peau et les poumons, en fait, le système tégumentaire, là, peau, cheveux et ongles, plus le système pulmonaire sont les deux endroits où les mycètes peuvent le plus facilement s'attaquer à l'être humain. Certains mycètes sont pluricellulaires, par exemple comme les moisissures, puis unicellulaires comme les levures.
Donc, les trois principaux groupes de mycètes, on en a déjà nommé deux. Donc, vous avez les moisissures, donc les moisissures, les levures, et vous avez aussi ce qu'on appelle les mycètes dimorphes. J'ai de la misère avec mes R. On va voir ce que sont les mycètes dimorphes. Mais ce sont les trois principaux groupes que l'on va voir dans le cadre de ce cours-ci. Comme je vous ai dit, je ne vais pas me perdre dans les explications des images de champignons qui poussent dans la forêt. Ce n'est pas ça l'objectif. On va vraiment regarder les mycètes qui causent des infections humaines. Les mycètes, d'ailleurs, parlant d'infections humaines, vont être responsables de plusieurs infections nosocomiales, donc que l'on attrape à l'hôpital, en particulier des infections pulmonaires. Une des plus, on va dire, fréquentes puis dangereuses jusqu'à un certain point, c'est ce qu'on appelle l'aspergillose, qui est causée par Aspergillus niger. Donc, cette moisissure-là, si vous inhalez les spores et qu'ils vont se déposer dans vos poumons, si vous êtes vulnérable, fragile, immunodéprimé, vous risquez d'être une bonne cible pour cette moisissure-là et elle peut entraîner des problèmes de santé assez graves. Les mycètes sont de façon plus générale aussi. On peut les considérer comme des décomposeurs, donc les moisissures qui vont décomposer la matière organique, donc les fruits, les légumes, les feuilles, les arbres, quand l'automne vient, etc. Donc ils décomposent, donc font partie de l'écosystème. Certains aussi vont former ce qu'on appelle des mycorhizes. Des mycorhizes, dans le fond, c'est lorsque des mycètes, moisissures, entre autres, s'associent à des racines d'une plante, d'un arbre, et qu'il y a une symbiose qui s'installe. Donc, l'arbre ou la plante profite du fait que la moisissure est là. Donc, la moisissure, par exemple, pourrait donner certains éléments nutritifs que lui peut capter, qu'elle peut capter, en fait, que la moisissure peut capter. Donc, on donne ces substances-là à l'arbre et l'arbre, lui, va donner des sucres qu'il a fait par photosynthèse à la moisissure. Donc, il y a une espèce d'échange qui se fait. L'utilisation humaine que nous, on en fait, il y a plein de produits alimentaires qui sont faits grâce aux mycètes. Pensez par exemple à la production de pain, ça prend des levures. Donc les levures sont partie importante de notre alimentation si vous consommez du pain. L'alcool, le vin, la bière, encore une fois, ce sont des levures qui font ça. Vous pouvez directement manger des champignons, si vous aimez ça. On peut faire plein de produits alimentaires dérivés des enzymes, des vitamines. Bref, on peut faire plein de choses à partir de moisissures ou de levures que l'on pourrait cultiver là, en laboratoire. Et, chose importante aussi, des médicaments. Les moisissures produisent de façon naturelle certains antibiotiques, donc pour éliminer la compétition. Donc, la pénicilline, qui est faite par la moisissure Penicillium notatum, entre autres. Donc, c'est un médicament que l'on a découvert et, dans le fond, qui est fabriqué par une moisissure. Donc, ça a été une découverte importante. On va en parler dans un autre chapitre. Mais dans les fin des années 20, années 30, puis commercialisation dans les années 40, ça a été les premiers antibiotiques qui ont été produits. Là. Ça fait même pas 100 ans qu'on a découvert et qu'on utilise les antibiotiques. Juste inciter, dans le fond, je n'ai pas parlé des images qui sont là, mais les moisissures ou les mycètes dans notre environnement, c'est ça, par exemple, dans une habitation, par exemple, si une pièce est humide, que ce soit le sous-sol, la salle de bain, la cuisine, ou s'il y a eu infiltration d'eau à quelque part, avoir des mycètes dans une quantité importante, comme on le voit sur l'image, c'est pas bon. Il faut remplacer les structures, le mur ou quoi que ce soit, parce que si vous inhalez de trop grandes quantités de spores, de moisissures comme celle-là, éventuellement, ça va avoir une atteinte sur votre santé. C'est sûr qu'à tous les jours, vous inhalez des spores. Mais vous avez un système immunitaire, vous êtes jeune, donc votre système immunitaire les élimine. Mais ça dépend de la quantité que vous inhalez aussi. Donc, si vous, par exemple, ce coin de mur-là, c'était dans votre chambre ou je ne sais pas quoi, puis vous inhalez ça pendant, je ne sais pas moi, 7, 8, 9 heures de sommeil à tous les jours, plus le temps que vous passez dans votre chambre, ça peut être problématique. Et ça pourrait justement entraîner des problèmes au niveau de vos poumons. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut maîtriser, contrôler la quantité de moisissure qui se développe dans notre environnement.
Donc, il faut faire le ménage un petit peu de temps en temps. Ou intervenir, là, si vous êtes en appartement, demander au propriétaire ou quoi que ce soit qu'il y ait des réparations. Donc, on commence avec les moisissures. Okay? Donc, ce sont des mycètes pluricellulaires, donc formés de plusieurs cellules qui vivent ensemble. Quand vous voyez, puis là, ce n'est pas du sucre en poudre là, que vous voyez sur les fraises, c'est vraiment une moisissure qui s'y est développée. Donc, c'est un mycélium de Rhizopus. Donc, quand on le voit, la masse de moisissure à l'œil nu, on appelle ça un mycélium. Et le mycélium est constitué de longs filaments, comme je l'ai mentionné, qu'on appelle les hyphes. Donc, si on prenait par exemple ces moisissures-là, puis on regardait ça au microscope, bien, ça pourrait avoir l'air de ça. Donc, on voit des filaments qui sont les hyphes et tous les petits points que vous voyez ici, là, ça, ce sont les spores. Donc, ce sont les parties reproductives qui vont permettre de disséminer, de propager l'espèce ailleurs. Je reviens sur les fraises qui sont là ou n'importe quel autre fruit que vous avez peut-être déjà mangé. Moi, ça m'arrive justement, là, vous avez des fraises, vous les mangez, puis là, tout à coup, vous mettez la main sur une fraise, puis là, les doigts rentrent dedans tellement elle est molle, elle a été affectée par les moisissures. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, vous lavez vos fruits, mais il faut être conscient que des spores, il y en a sur les aliments qu'on mange, sur les fruits qu'on mange. Puis c'est pas en les passant 30 secondes en dessous de l'eau ou en les essuyant sur le bord de votre pantalon, comme on fait avec une pomme, que vous allez retirer les spores. Des spores comme tels, ce n'est pas nécessairement dangereux. C'est sûr que si vous en avez une quantité importante, là, il peut y avoir des toxines, des mycotoxines qui sont présentes. Donc, il faut éviter de consommer ces aliments-là. Mais soyez conscient là, que des spores, vous allez en manger, puis ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Donc, la moisissure comme telle, si on la regarde au microscope, on peut distinguer différents types d'hyphes, donc de filaments. On va voir, par exemple, des hyphes segmentés. Donc, il va y avoir des séparations entre les différentes cellules. Mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle un cénocyte, donc une espèce de grand hyphe continu, où les cellules ne sont pas séparées les unes des autres. Pourquoi c'est important? Ben, c'est si on fait un prélèvement chez un patient et qu'on envoie ça au laboratoire et qu'on regarde au microscope, le fait qu'il y ait des hyphes segmentés ou des cénocytes, ça peut nous permettre de distinguer deux espèces de mycètes, donc ça peut nous permettre d'identifier quelle est la cause ou quel est le mycète qui rend notre patient malade. Et comme je le disais, là, si on continue sur l'image ici, donc on voit une spore qui se dépose et à partir de la spore, c'est comme une espèce de graine d'une plante ou d'un arbre. Donc éventuellement, le mycète va se développer à partir de cette spore-là. Donc imaginez là, la quantité de spores qui peut être libérée. Si chaque spore donne des moisissures, bien, très rapidement, l'environnement va être couvert de moisissures. Pour les mycéliums, donc sur les moisissures, on va distinguer deux types d'hyphes. Ce qu'on appelle les hyphes végétatifs et les hyphes aériens. Sur les petites lignes qui sont là, vous pouvez écrire hyphes végétatif égale absorption des nutriments et s'attacher à son substrat. Donc, les hyphes végétatifs, un peu comme les racines d'un arbre, là, vont permettre à la moisissure de s'attacher à une surface et d'absorber les nutriments. Tandis que les hyphes aériens, vous pouvez écrire 2 points ou égale reproduction. Je vais vous illustrer le tout avec un superbe dessin. Donnez-moi 2 secondes. Donc, par exemple, on va prendre un exemple avec un aliment. Là. Imaginons que vous avez une tranche de pain. On la voit de côté. Je l'ai mis comme si elle était couchée sur le comptoir. Donc, vous avez une tranche de pain, puis il y a un petit spore, des petits spores dans l'air, puis il se dépose sur votre tranche de pain. Éventuellement, ce qui va arriver, il suffit qu'il y ait de l'humidité. Là, dans ce cas-ci, la nourriture, c'est clairement la tranche de pain. Et votre spore va commencer à se développer. Donc, on va avoir production d'hyphes. Et dans ce cas-ci, surtout au début, ce seront des hyphes végétatifs. Donc, ces hyphes-là vont permettre d'absorber les nutriments provenant du pain. Donc, dans le fond, la moisissure va dégrader le pain. On va l'absorber, puis en même temps, ça lui permet de s'ancrer sur son substrat. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver?
vous allez avoir des ifs. Là, c'est la même moisissure. J'ai juste changé de couleur pour que ce soit plus visible, mais imaginez-vous que c'est la même moisissure. Là. Il va y avoir les ifs aériens qui vont apparaître avec les spores dedans. Donc, ça, ce sont les ifs aériens. Dans ce cas-ci, cette structure-là va servir éventuellement à libérer les spores. Okay? Plein de petits points. Et ça va être pour la reproduction. Donc, ça, c'est la distinction entre if végétatif et if aérien. Voilà. Donc, ici, on voit au microscope, là, un seul if qui arrive ici avec la libération de spores. Puis regardez la quantité de spores qui va être libérée par un seul if aérien. C'est spectaculaire. Okay? Donc, imaginez-vous que chacun d'entre eux peut former une moisissure. Ça fait peur. Mais en même temps, il ne faut pas trop s'en faire. Les levures, maintenant, elles sont unicellulaires, donc formées d'une seule cellule, et elles se reproduisent par bourgeonnement. Okay? Je vais aller à l'image plus loin. Okay? En fait, quelques images plus loin. Ici, on le voit, le bourgeonnement. Okay? Donc, mode de reproduction, vous pouvez écrire bourgeonnement sur la petite ligne. Le bourgeonnement, comment ça fonctionne? Okay? C'est que vous avez, disons, la levure initiale, et à partir de cette levure-là, il y a un bébé levure qui va se former. Éventuellement, quand la levure sera assez grande, donc elle va se détacher, et à ce moment-là, vous allez avoir deux levures. C'est un processus, le bourgeonnement, qui est beaucoup plus long que la scisparité qu'on avait vue chez les bactéries, mais ce sont des cellules eucaryotes, c'est normal. Chaque fois que la levure bourgeonne, donc produit un bébé, ça laisse une cicatrice de bourgeonnement. Donc, on voit par exemple que la levure qui est ici a eu plusieurs, on va dire, descendants, plusieurs bébés levures. Okay? Donc, éventuellement, si la surface en entier est recouverte de cicatrices de bourgeonnement, mais la levure ne pourra plus se reproduire. Okay? Une exception qui peut mêler parfois les techniciens de laboratoire, c'est Candida albicans. Okay? Candida albicans, elle peut former ce qu'on appelle des pseudo-ifs. Donc, vous allez au microscope, on devrait voir seulement des levures, mais vous allez avoir des segments qui vous donnent l'impression qu'on a affaire à une moisissure. Okay? Et dans ce cas-ci, on appelle ça vraiment des pseudo-ifs. Ce ne sont pas des ifs réels. C'est vraiment la présence d'une levure, Candida albicans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire avec des levures? J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Donc, on peut, par exemple, produire de l'alcool, bière, vin. Okay? On peut faire du pain. Il y a des levures qui sont utilisées pour aromatiser certains aliments transformés. Donc, il y a beaucoup de saveurs, par exemple, de croustilles, de chips que vous mangez. Puis, un des additifs alimentaires qui est ajouté pour donner du goût, c'est certaines espèces de levures. Donc, ne stressez pas avec ça. Continuez à manger vos chips. Là. Les levures, souvent, ne sont pas vivantes. Okay? Mais des molécules qu'elles produisent ajoutent du goût à ces aliments-là. Les maladies liées aux levures, premier exemple, on a le muguet. Okay? Le muguet oral qui va être quand même assez commun chez les enfants qui viennent de naître. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire est plus faible. Naissance par voie naturelle, voie vaginale. Les levures qui sont présentes au niveau des organes génitaux féminins vont être transmises à l'enfant. L'enfant ayant un système immunitaire relativement faible, donc ne pourra pas nécessairement se défendre immédiatement contre la levure et les levures vont se développer rapidement. Ce n'est pas dangereux, c'est bénin. Normalement, ça va se résorber en quelques jours, puis l'enfant ne s'en portera pas plus mal. Okay? D'ailleurs, la naissance par voie naturelle permet justement à l'enfant d'être en contact avec des micro-organismes, levures et bactéries, et c'est ce qui va lui permettre au départ de constituer son microbiote. Si un enfant naît par césarienne, il n'aura pas de contact avec les muqueuses vaginales, donc pas de contact avec ces micro-organismes-là. Certains médecins peuvent à ce moment-là prendre un tampon stérile, le passer au niveau vaginal et aller l'appliquer sur le visage de l'enfant pour simuler une naissance naturelle et à ce moment-là permettre la génération de son microbiote normal. Donc, j'ai parlé de muguet. L'autre infection liée aux levures, c'est sûr qu'on peut parler des vaginites à levure ou balanites à levure chez l'homme. Donc, c'est le même principe. C'est une production excessive ou une reproduction excessive de levure. Souvent, les levures sont déjà présentes, mais pour une raison ou pour une autre, prise de médicaments, d'antibiotiques, un stress, ça peut être une hygiène un peu
déficiente, là, surtout chez les garçons. Par exemple, les garçons qui ne sont pas circoncis, donc qui ont encore leur prépuce, s'ils ne nettoient pas correctement le gland et le prépuce, ben, les levures peuvent s'installer et se développer. Et éventuellement, ça peut créer une adhérence entre le gland et le prépuce. Et à ce moment-là, il est possible que le garçon ait à aller chez le médecin pour faire décoller le tout. Donc, petite pensée pour les garçons, là, faites attention à ça. Moi, je ne voudrais pas vivre ça, je crois. Bref, trop d'informations. Donc voilà, muguet, vaginite ou balanite, donc des infections à levure. On en a parlé ici du bourgeonnement, donc on le voit bien. Okay? Donc le bourgeonnement, c'est vraiment le petit qui pousse à partir de sa cellule mère. Les mycètes dimorphes maintenant. Okay? Donc ça, c'est particulier un petit peu. On parle d'une même espèce de mycète. Okay? Je vais prendre l'exemple ici, l'exemple que vous voyez en bas, Histoplasma capsulatum. Donc ça, c'est un mycète dimorphe qui cause des infections pulmonaires qui peuvent être très graves. La particularité des mycètes dimorphes, donc le nom le dit, okay, de morphologie, donc dimorphe, c'est que ce mycète-là, en fonction de la température à laquelle on va l'incuber, il va avoir une apparence distincte. Par exemple, ce mycète-là, donc supposons que moi je suis infecté par Histoplasma capsulatum, donc j'ai inhalé ce mycète-là. Dans mon corps, donc à 37 degrés, il va se comporter comme une levure. Donc, il va avoir l'aspect d'une levure, il va pouvoir se reproduire comme une levure, donc à 37 degrés. Mais si on fait un prélèvement de mes expectorations, donc par exemple, on voit un crachat, puis on récupère le mycète, on le met sur une gélose, et que cette gélose-là est laissée à la température pièce, bien là, le mycète, Histoplasma capsulatum, va se comporter non pas comme une levure, mais bien comme une moisissure. Donc, ce qui est important de comprendre avec les mycètes dimorphes, je fais des étoiles partout, c'est qu'en fonction de la température, le mycète va avoir une apparence ou une autre. Donc, il ne faut pas que les techniciens, par exemple, en laboratoire, se fassent avoir, okay, ou se laissent avoir, et pensent, par exemple, que si on prend un échantillon chez le patient, on le met sur une gélose et on le laisse à température pièce, on voit une moisissure, donc on dit « Ah, ben c'est une moisissure qui infecte le patient. Okay? » Dans la réalité, c'est un mycète dimorphe, donc il va se comporter différemment, donc il faut peut-être le traiter différemment aussi. Si vous voulez de l'information supplémentaire sur Histoplasma capsulatum, donc vous pouvez aller sur le site de l'Agence du gouvernement canadien, okay, de santé publique. Donc, on vous donne de l'information, qu'est-ce qui se produit quand vous attrapez ce mycète-là, comment on doit le traiter, okay, comment on doit prendre soin du patient, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Okay, même le type d'antifongique qui peut être pris là, pour guérir la personne. Les mycoses. Okay, on a parlé de vaginite, balanite. Il y a plein de types de mycoses. Okay? Si vous avez écouté la télévision dans la dernière 2 années au Québec, on voit souvent une publicité sur la mycose des ongles. Okay? Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a un papa, il est en train de se brosser les dents, puis là, son fils regarde ses pieds, puis c'est ça, il y a un des ongles, je pense que c'est son ongle de gros orteil, là, qui est un peu épouvantable, un peu comme ce que l'on voit là, sur l'image en haut à droite. Donc, certains mycètes, okay, vont s'en prendre au système tégumentaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, aux ongles, aux cheveux et aux pieds. D'ailleurs, ce que l'on voit sur les images, en haut à droite, c'est une mycose des ongles. Je pense que c'est assez évident. Au milieu, c'est ce qu'on appelle la teigne. Donc, ce sont des mycètes là, qui vont s'en prendre au cuir chevelu. Il y a différents types de mycètes qui peuvent s'en prendre au cuir chevelu. D'ailleurs, chez les bébés, un de mes garçons avait eu ça. Il appelle ça du chapeau. Donc, c'est une espèce de petite croûte, on va dire jaunâtre, qui se forme sur le cuir chevelu de l'enfant. Et ce sont, dans le fond, des mycètes, okay, qui s'y développent. Donc, à ce moment-là, il faut prendre un savon, un shampoing particulier, frotter, puis en dedans de quelques jours, souvent, ça va partir. La dernière image que l'on voit en bas, c'est du pied d'athlète. Okay? Peut-être que quelques personnes parmi vous en avaient eu. Encore une fois, mes garçons, un de mes garçons encore, c'est souvent mes garçons, je vais prendre mes enfants souvent comme exemple, qui en a eu. Puis le pied d'athlète, okay, pas besoin d'être un athlète du tout là, pour attraper ça, mais on le remarque beaucoup chez les sportifs parce que, par exemple, si vous allez à la piscine, ben, si vous marchez nu-pied dans le vestiaire, vous pourriez l'attraper. Si vous faites des arts martiaux ou de la gymnastique,
Donc, vous êtes nu-pied sur un tapis, puis il y a beaucoup j'appelle ça du stop and go, là, donc vous déplacez rapidement, vous freinez, donc il y a de la friction qui se crée sur la peau. À ce moment-là, ça peut créer des petites lésions par lesquelles les mycètes vont entrer, donc ça va provoquer de l'inflammation, des rougeurs, des démangeaisons. Donc, c'est pas le fun. Okay? Et ça peut être traité. Donc, souvent, il y a soit des crèmes, des vaporisateurs ou même des médicaments oraux là, qui peuvent être pris pour contrôler cette infection-là. Mais ce qu'il faut savoir, okay, c'est que les infections à mycètes, souvent, sont des infections chroniques. Donc, ils peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Okay? Des fois, ça peut être long à traiter. Okay? Pourquoi? Okay? Contrairement, par exemple, à un virus ou une bactérie, souvent qui va être soit traité plus rapidement ou que soit votre système immunitaire va l'éliminer plus rapidement, bien, c'est que les mycoses vont entraîner une réponse immunitaire un petit peu plus faible, vont être sensibles à un moins grand nombre d'antimicrobiens. Puis quand je parle du système immunitaire qui est plus faible, ça ne veut pas dire que la personne a un système immunitaire faible, mais c'est l'endroit où les mycètes vont s'installer, vont infecter, qui va être problématique. Votre système immunitaire n'a pas nécessairement accès à vos ongles. Vos ongles, dans le fond, c'est des protéines, c'est de la kératine, donc il n'y a pas nécessairement de circulation sanguine directement dans l'ongle, donc le système immunitaire ne s'y rend pas. La peau, c'est le même principe, le cuir chevelu, donc ce sont des endroits qui sont plus vulnérables à une attaque par les mycètes. Les poumons, normalement, sont bien protégés. Vous avez beaucoup d'armes immunitaires qui s'y trouvent, mais encore une fois, ça va dépendre de la quantité de mycètes que vous avez inhalées et la réponse immunitaire à ce moment-là peut être plus difficile. Il y a des conditions aussi qui favorisent l'infection à mycètes. Donc, si vous êtes un patient immunodéprimé, donc prise de médicaments, par exemple, vous avez reçu une greffe d'un rein puis, ou d'un poumon, peu importe, puis vous devez prendre des médicaments immunosuppresseurs pour ne pas que votre système immunitaire rejette l'organe greffé. Donc, vous êtes plus susceptible à ce moment-là d'avoir une infection à mycètes. Si génétiquement, vous avez un système immunitaire plus faible, bien, vous avez plus de chances d'avoir une infection à mycètes. Si vous êtes séropositif, donc, et si vous avez le sida, le sida, c'est une infection virale, puis le sida, dans le fond, ce qu'il fait, ou le VIH qui cause le sida, donc le virus, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en prend à des cellules immunitaires hyper importantes, qu'on appelle les cellules T, CD4. On va revenir là-dessus plus tard. Mais ces cellules-là, c'est des cellules, dans le fond, qui sont à la base du système immunitaire. C'est elles qui sonnent l'alarme, c'est elles qui réveillent tout le monde. Mais si le VIH arrive et élimine ces cellules-là, ben, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? S'il n'y a plus personne qui sonne l'alarme, ben, c'est ça qui arrive. Plus de cellules immunitaires, personne qui sonne l'alarme, donc là, il y a plein d'infections qui arrivent et qui causent des problèmes. D'ailleurs, quand je parle d'organismes opportunistes, donc des micro-organismes qui profitent de la faiblesse de leur hôte, donc chez les patients atteints du sida, on a remarqué qu'il y avait une augmentation assez importante d'infections pulmonaires à pneumocystis. D'ailleurs, cette infection-là, à mycète à pneumocystis, est une forme de cancer aussi qui s'appelle un sarcome de Kaposi, si vous voulez le chercher. Là. Donc, le sarcome de Kaposi, dans le fond, ce que c'est, c'est un cancer de la peau. Mais c'est un cancer de la peau qui est très, très rare. Puis les infections à mycète à pneumocystis sont aussi très rares. J'ai fait ça ici. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ou qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, quand l'épidémie de sida a commencé à la fin des années 70 et 80? C'est qu'on voyait beaucoup, ou anormalement beaucoup, de cas d'infection pulmonaire à pneumocystis et de sarcome de Kaposi. Et puis là, je vais vous conter des anecdotes qui sont vérifiables, c'est des statistiques aussi, donc je vais l'expliquer, mais il faut comprendre mes propos. On a remarqué, entre autres, dans la ville de San Francisco, chez les populations mâles, donc chez les hommes homosexuels, qu'il y avait une augmentation significative de ces infections-là, donc de l'infection à pneumocystis et du sarcome de Kaposi. On était conscient qu'il y avait une maladie nouvelle qui circulait, mais on ne savait pas encore que c'était dû à un virus. Mais c'est en faisant des recherches, des études dans le sang de ces patients-là, donc pneumocystis et qui avaient des sarcomes de Kaposi, qu'on a découvert le virus du VIH. Et on a compris que ce virus-là s'attaquait aux cellules immunitaires et c'est ce qui faisait en sorte que
les personnes avaient plus d'infections pneumocystis et de sarcome de Kaposi. Mais là, il faut que je fasse attention quand je l'explique, puis il faut que vous compreniez bien aussi, ce n'est pas des propos homophobes que je tiens. Je ne veux pas dire que juste les hommes homosexuels qui peuvent avoir le sida, c'est pas ça que je dis. Les hommes, les femmes peuvent avoir le sida, hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, puis toute la panoplie de diversité, d'attirance, d'identité de genre, et tout le monde peut avoir ou peut être infecté par le VIH. Pourquoi c'est chez les hommes homosexuels qu'on a découvert ce virus-là? C'est parce que, puis là je l'explique de façon très biologique et très directe, c'est que lors d'une relation sexuelle homosexuelle anale, la paroi anale a plus tendance à être, on va dire, fragile, donc avoir des lésions. Donc, c'est ce qui permet une transmissibilité plus facile. On s'entend, un couple hétérosexuel homme-femme peut avoir une relation sexuelle et il peut y avoir transfert du VIH. Mais les chances de transfert chez un couple homosexuel homme sont plus grandes. Donc, c'est pour ça que, on va dire encore une fois statistiquement, on a remarqué des infections pneumocystis, donc à une mycose opportuniste, plus fréquente chez les hommes homosexuels. Voilà. Donc, d'autres infections, j'en ai déjà parlé, Aspergillus, Candida. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller fouiller là, sur ce site-là où on parle des différents antifongiques, mais on va avoir un chapitre là-dessus plus tard dans la session. Ça ici, un peu comme les bactéries résistantes, certaines levures, certains mycètes peuvent devenir très résistants aussi aux antifongiques. Puis souvent, ces micro-organismes-là qui sont très résistants, on les appelle les superbugs, donc des micro-organismes hyper résistants. Dans les dernières années, on a découvert cette souche-là, Candida auris, qui cause des infections cutanées, sanguines ou au niveau des oreilles. Et les traitements sont très difficiles et presque impossibles maintenant. Puis là, vous voyez sur la carte, en bas à droite, les pays qui sont en rouge, ce sont les pays où on a eu des cas d'infection due à cette levure-là. Puis, bon, comme vous le voyez, le Québec, le Canada, nous sommes affectés par cette maladie-là. Donc, je vous invite à aller voir de l'information supplémentaire au niveau du CDC, Center for Disease Control. Il y avait un article sur le sujet aussi et une vidéo que vous pouvez aller voir pour avoir de l'information. Donc, pourquoi j'en parle de ça? C'est que même si je parle d'infection aujourd'hui, en 2020, au cours de votre carrière, vous allez voir des nouvelles bactéries résistantes, des nouvelles levures résistantes, des nouvelles moisissures résistantes. Vous allez voir des virus qu'on ne connaissait pas qui vont apparaître aussi. Comme le coronavirus, là, on s'entend-tu qu'avant la session d'hiver dernier, j'en parlais pas beaucoup dans mes cours. En fait, je parlais des coronavirus, mais qui causent le SRAS et le MERS, mais pas le COVID-19. Donc, ça évolue. Puis si j'ai eu des étudiants et étudiantes en 2015, on va dire, bien, ils vont dire « Hey, on n'a jamais vu ça avec Filion, la COVID-19. » Ouais, mais Filion, il ne savait même pas qu'elle existait, la COVID-19. Donc, c'est à vous. Mon point, là, j'y arrive, c'est qu'il faut que vous vous teniez au courant de ce qui se passe. Comme cette levure-là, ben, c'est une nouvelle réalité. Peut-être qu'un jour, vous allez devoir vous occuper de patients qui sont aux prises avec cette infection-là. Donc, il faut être curieux, il faut aller voir dans la littérature, il faut trouver de l'information sur ces nouveaux micro-organismes-là. Et souvent, quand il y a un nouveau micro-organisme, ben, ça entraîne de nouvelles procédures ou une mise à jour des procédures pour pouvoir traiter le patient adéquatement, pour avoir des mesures de sécurité pour vous et les autres patients que vous verrez aussi. Je termine le chapitre sur les mycètes. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Allez voir les vidéos, les articles. Et la suite, dans une autre vidéo, ce seront les protozoaires. Bonne journée.